peu mieux. Non mais je voyais bien des petites pertes depuis le début. Bon, attendez, j'attends que ça revienne. Hop. Heureux, on va voir si ça fonctionne mieux. J'espère. Est-ce qu'il y a le choix de la qualité? En plus, il y a le choix de la qualité, c'est bizarre. Bon. Alors, j'en étais à essayer de vous mettre le son. Donc, ça, on peut enlever. Ah, est-ce qu'il y a le son? Voilà, il y a le son, regardez. Allez, casse-toi. Déjà, le bruitage manga, ça me rend fou, déjà. C'est une production, un film avec des cascadeurs dessus qui ont chorégraphié le truc. Oh, putain, ça ralentit dégueulasse. Donc voilà, ça c'était une scène d'action, c'était peut-être la mieux réussie, hein, je vous ai mis la meilleure. Par une équipe de cinéma avec de l'argent, dans un film Nicky Larson. Bon, le mec certes est pas cascadeur et pas combattant. Ok, maintenant je vais avoir une vidéo faite par des amateurs, gratuite, sur YouTube, par une équipe de cascadeurs professionnels, hein, c'est leur travail, mais sur le film, bah, normalement aussi, qui est inspirée de My Hero Academia. C'est pour ça que je l'ai prise, parce que ça reprend un truc proche d'un manga aussi. Donc je vais me prendre des strikes de ouf, bien sûr. Et encore une fois, c'est sur leur temps libre, les mecs, ils ont fait ça. Ça dure 1 minute, donc la durée... Ah, c'est un méchant, hein. Il a pris des sous, tu vois que c'est un méchant, une tête de méchant. Vous allez me dire, la chorégraphie, ils sont que 2, c'est plus simple. En fait, non. et là, vous allez voir, il y a même un hommage au premier épisode de My Hero Academia, quand le héros fait un truc avec le sac à dos, voilà. Quand il défait sa petite cravate. Midoriya, TMTC. Mais même rien que la réal, là, je veux dire, rien que ce plan de caméra. Je veux dire, merde. Et il peut se TP à la place de son sac, voilà, c'est son pouvoir en gros. Donc vous voyez, c'est pas un scan direct du manga, mais ils ont recréé des trucs proches. Putain, mais c'est... Je veux dire, merde. C'est du travail, entre guillemets, amateur. Enfin, pro, mais sans budget, quoi. Imaginez ce qui se passerait si on leur donnait le budget qu'ils ont eu sur Nicky Larson, je veux dire. Mais même la réal, putain. Ça, c'est moderne, vous voyez. Voilà, peut-être une petite démonstration faite à la va-vite. Même le petit clin d'œil suffit, vous voyez, à la fin. On voit... comment il s'appelle, j'ai déjà oublié. All Might et tout à la fin en porte-clés. Voilà, on a compris que ça faisait référence et l'esprit est là. Et putain, mais... C'est pour vous dire que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de talent. Clairement, les mecs savaient pas faire des films d'action et Philippe Lachaud... le rendu est catastrophique. Les gunfights, mais celui que vous voyez dans le trailer, là... Enfin, à la fin, mais c'est un des pires gunfights que j'ai vu. C'est statique. Les mecs bougent pas, ils sont plantés là, ils se tirent dessus. La caméra te fait croire et tout, mais c'est... Enfin, la réal, c'est vraiment pas bon. Clairement, c'est pas bon. Mais c'est pas le pire. C'est pas le problème tant que ça. Ça devrait l'être un peu quand même. D'autres gens auraient dû mettre le doigt dessus. Mais bon, bref. Apparemment, on n'a pas le droit de dire du mal. Et bon, l'autre problème dont je vous ai parlé, de la vulgarité, de l'homophobie ordinaire, constante dans le film, donc c'est carrément un arc narratif du truc, quoi. C'est le ressort comique principal du film. 2019, c'est chaud, d'un mec jeune, enfin jeune de mon âge. Voilà. L'autre problème, c'est que on m'a dit oui, ça respecte bien, il y a plein de clins d'œil. Et mon pote, c'est pas des clins d'œil, c'est une crise d'épilepsie d'1h30 le film. Et en plus, c'est les pires clins d'œil que tu peux imaginer, parce que le clin d'œil qu'on vient de voir là, sur My Hero Academia, où à la fin tu vois le porte-clés de All Might et hop, voilà. Ça, c'est un clin d'œil, et le reste du combat faisait référence à la série, faisait hommage, enfin reprenait les codes, mais pas tel quel. C'était pas, comme je disais tout à l'heure, un filtre Snapchat où t'avais des visages des mecs cosplayés en My Hero Academia. C'est des mecs fringués normalement, qui avaient pas des tenues de super-héros, mais qui se battaient dans l'esprit, tu vois, adapté du manga. Là, le problème, c'est que Philippe Lachaud, il a pété un câble. Il s'est dit, je vais mettre le plus possible de name-dropping audio, en citant des noms et visuels, tu vois, les petites accroches, de l'époque Dorothée. Mais vraiment, c'est ça. Hein. Il y a beaucoup de refs à Dorothée, mais c'est
la première, tu vois, il est à un bar et il appelle une serveuse, fait hey, Radma, un demi, tu vois, un demi de bière. Déjà, ça c'est lourd. C'est le pote lourd qui fait des grosses blagues nazes, tu vois, mais quand c'est qu'une comme ça, quand c'est la première, tu te dis bon, petit clin d'œil Dorothée, c'est bon. Mais il y en a tout le temps, bonsoir Casab. C'est que ça et c'est toujours médiocre, lourd, mais appuyé avec la finesse d'un éléphant haltérophile qui tombe du troisième étage. C'est d'une lourdeur et ça casse systématiquement le rythme du film. Ça te fait sortir du film tout le temps et surtout, c'est jamais vraiment drôle, voire pas du tout drôle. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou de voir à quel point il tombe à côté à chaque fois. Et ça a un point où le mec, il fait des scènes exprès pour faire du name dropping. Ils sont une scène, ils cherchent un immeuble avec Laura. Ils cherchent un mec dans un immeuble. Ils ont pas vraiment l'adresse, ils sont pas loin. Il y a une scène où, au moins 3 plans, Laura, elle arrête une passante. Bonjour madame, on cherche où habite tel monsieur. Plan sur la nana, oui, il habite là-bas, c'est l'immeuble C17. Hop, on revient sur Laura, merci madame. Juste pour caser C17, quoi. Parce que c'est comme dans Dragon Ball Z. Aucun rapport avec Nicky Larson, tu vois, mais c'est tout le temps, il y en a tellement, mais ça me rend malade. C'est n'importe quoi. Les mecs, c'est tellement pas quoi mettre dans son film qu'ils se sont obligés de remplir avec des refs de surface, tu vois, c'est de la référence, mais en surface. C'est pas réfléchi, tu vois, c'est pas subtil du tout. J'aime bien vos chaussettes. Ouais, aussi, ouais, voilà, avec Dorothée, ouais, parce que Dorothée, elle est agent de bord dans un aéroport et sa valise s'ouvre à Philippe Lachaud, elle dit oh, j'aime bien vos chaussettes, les rouges et jaunes, la petite poire. Putain, mais la gêne, quoi. La gêne de voir tous ces vieux ringards des croisières 80, tu sais, qui sont dans le film. Mais putain, mais ça me rend ma boule, quoi. Et ce film, il sent le rance, il sent le vieux. Ouais, le mec en maison de retraite qu'on n'a pas lavé depuis longtemps et qui te ressasse les mêmes histoires de la guerre quand il pouvait dire du mal des Arabes, tu vois. Ça pue cet esprit-là de merde. Pendant tout le film, c'est latent, tu vois, il y a ce côté moisi, rance qui craint, quoi. Qui craint encore plus parce qu'il est jeune, il devrait pas faire ça. C'est pas compréhensible. D'un vieux gars comme Clavier, comme les mecs de cette époque, tu peux comprendre. Mais lui, putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et ça me déçoit d'autant plus que j'ai bien aimé ces 3 précédents films. J'ai pas trop mal supporté, on va dire. Et qu'il y avait même des moments assez presque touchants. Il y a des moments dans les babysitters où non, c'est alibi.com où il doit surveiller un gamin qui a été assez insupportable et il se lie d'amitié avec lui comme un grand frère, tu vois. Il est crédible dans ce rôle-là. Mais alors là, putain, il y a zéro possibilité d'empathie envers le personnage de Nicky Larson qui bah c'est pas Nicky Larson, c'est Philippe Lachaud en cosplay qui joue mal, quoi. Enfin, c'est vraiment compliqué de croire une seule seconde qui peut être crédible, quoi. Et alors le coup de ces 2 potes qu'on avait vu dans le trailer où les gens avaient peur que ce soit vraiment ces 2 potes qui tiennent l'écran, bah pas tant que ça en fait. Ils sont là de loin, ils le suivent pour 2-3 vannes, mais c'est même pas tant eux le problème, parce qu'ils sont pas vraiment utilisés, peut-être à la fin un peu plus pour dénouer des situations machin, mais... Et puis lui, bon, le mec à moustache, c'est lui qui tient le MacGuffin du film tout le long, mais il fait la même vanne tout le film. J'ai le parfum, je rends les femmes amoureuses de moi pour résoudre mon problème et je me venge de ma femme qui est horrible, et comme ça je drague toutes les meufs et je m'enjaille. Mais au premier degré, c'est pas je m'enjaille mais j'apprends une leçon à la fin, hein. C'est, enfin vaguement, mais c'est vraiment c'est ridicule, quoi. Et en fait, voilà, les scènes du trailer sont pas les plus gênantes. Voilà, la scène d'intro avec Mammouth où ils se battent, les blagues sur la coloscopie, enfin c'est tellement éloigné de l'humour en général, de l'humour de Nicky Larson, que c'en est inconcevable. J'aurais pas cru. On m'aurait dit c'est encore plus beauf que Bigard, j'aurais pas cru. Parce que c'est un peu beauf ce qu'il faisait, Philippe Lachaud. Mais là, ça atteint des sommets stratosphériques. C'est même pas digne d'un sketch YouTube. C'est un sketch YouTube, le scénario. C'est un scénario sketch YouTube rétrograde d'humour un peu ringard que tu pourrais voir si les inconnus voulaient en faire un sur... Ouais, je sais pas, c'est cet humour rance et suranné, mais pas dans le bon sens du terme, qui a même pas le charme nostalgique de quand je regarde un vieux Las Palais et Chevalier, où moi je fais dans ma tête le calcul en disant oui, je vois bien que c'est ringard, c'était ringard à l'époque, c'était pas très bien, ça me fait rire parce que j'apprécie le côté ringard, tu vois. Encore que j'ai de plus en plus de mal. Mais là, c'est pas possible parce que la quantité... Enfin, je veux dire, la pauvre Pamela Anderson, putain, mais c'est chaud, quoi. C'est chaud ce qu'ils font faire à leurs actrices, mais c'est horrible. Il y a de la meuf à poil à moitié à poil, vulgose quasiment tout le temps, mais c'est une imagerie, mais vraiment, qui est jamais désamorcée par un discours après, ou qui est jamais assumé autrement qu'en premier degré, quoi.
Alors Mammouth, les mecs, mais j'ai entendu des mecs dire que Mammouth il ressemble et tout, il est sympa, mais putain, mais vous déconnez ou quoi? On le voit pas beaucoup, c'est l'avantage. Bah putain, quand il ouvre la bouche, enfin il ouvre pas beaucoup la bouche, il a pas été con là-dessus parce qu'il a bien vu que c'était pas un grand acteur. L'autre. Même quand il se tatane, bon bah c'est sympatoche, mais enfin, c'est un budget de cheapos quoi. Et puis la baston Nicky Mammouth, je me souviens pas qu'ils se bagarrent trop au corps à corps tous les deux, mais bon bref. C'est une honte quoi, c'est une vraie honte. Si vous êtes fan vraiment de Nicky Larson, City Hunter, du manga, de l'animé, soit Squalo, si vous êtes un tant soit peu fan et que vous avez vraiment apprécié ce qui fait le cœur, c'est-à-dire les moments badass, Nicky Larson, l'alpha mâle, tu vois, qui même si ça a vieilli et que l'humour vous gênait pas trop, mais là, même si vous aimiez tout de Nicky Larson, vous étiez à fond fan de l'humour, vous pouvez pas apprécier ce film, c'est pas possible. Je peux pas tolérer, mon esprit ne comprend pas que des gens qui aimaient Nicky Larson puissent trouver ce film réussi ou en adéquation avec l'esprit de Nicky Larson ou City Hunter. J'ai lu City Hunter, j'ai peut-être pas tout, mais j'ai vu l'animé comme vous, en VF, un peu en VO, j'ai lu Angel Art, et on va revenir sur l'adoubement de Tsukasa Ojo sur le film. Alors, on va pas se mentir, c'est une opération des studios, hein. Il a peut-être même pas vu le film, ou il était dans l'état second quand il l'a vu, ou il a été payé pour dire que c'était bien, blabla, c'était pour la promo. C'est pas possible autrement. Ou alors le mec, il se dégrade, parce que les auteurs japonais, c'est pas Dieu le père. Hein. Tu vois ce qui est devenu Toriyama, c'est pas parce qu'il dit qu'il aime un truc, du coup, ah bah c'est Toriyama, c'est forcément bien. Enfin, Toriyama, il a dit que voilà, il bosse sur Dragon Ball Super, merde. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc si Ojo a donné son accord là-dessus, ça veut peut-être dire qu'il devient gâteux aussi. Hein. Parce que il y a un moment, c'est pas parce que l'auteur original dit que c'est bien qu'il a raison. Hein. C'est, encore une fois, hein, il est pas cinéaste du tout, Ojo. Hein. Clairement, ça se voit. Hein. S'il aime ce film, c'est que non, il y a un problème. Hein. C'est une vraie catastrophe de bout en bout. Il y a rien à sauver. Autant sur les 3 premiers films de la show, il y avait des trucs complètement à sauver où je pouvais même moi enjailler et puis comprendre pourquoi on avait. Je reviens sur mon analogie de la glace à la vanille et au chocolat. Je comprenais que des gens puissent aimer, mais là que les gens en question dont je connais à peu près les goûts d'après ce qu'ils critiquent d'habitude et aimer ça, je comprends pas. C'est inconcevable. Et le scénario, c'est d'une débilité. Les trucs s'enchaînent, mais juste pour faire avancer le film. Mais les musiques, alors, les musiques, c'est pareil. Il reprend des fois les musiques de l'animé telles quelles. Et les bruitages aussi. Les bruitages de l'animé, des moments, mais ça colle pas. Il faut pas reprendre les musiques telles quelles de l'œuvre originale quand tu l'adaptes en film. Par exemple, sur Silent Hill, le film de Gans, reprendre les musiques du jeu, c'était une erreur. Parce que les musiques du jeu pour le joueur, ça lui fera pas plaisir normalement. Parce qu'il connaît les musiques, elles sont liées à des événements précis du jeu qu'il a vécu. Donc. Et si tu lui colles les mêmes musiques sur des images d'un film qui n'ont rien à voir avec le jeu, de ce qui se passe à l'écran, bah ça marche pas. Et là c'est pareil. Tu mets les musiques de Larson, de Nicky Larson, au moment où il fait le con, c'est pas possible. C'est pas Nicky Larson du tout. Et le film est tellement fauché. Là vous voyez la scène de l'explosion, en fait, ils sont une scène d'explosion qui est pas montrée. C'est génial. Tu vois que ça explose, mais c'est hors champ. Tu les vois juste faire avec de la paille un peu, et après tu vois une flamme dans un tonneau. C'est hilarant. Mais putain, Endymion, c'est toi qui es dans le moule des malpensants, du coup. C'est toi qui es dans le moule des on peut plus rien dire. C'est la même chose. Putain, les raccourcis que tu fais, c'est ahurissant. C'est pas des bien-pensants, c'est le contraire, justement. C'est un moment, si t'as pas la lucidité de voir ça, c'est qu'il y a un gros problème. Si ton esprit, à ce point, résiste à la modernité et au fait que tu peux plus faire ça... Et tu peux plus faire ça sans avoir la contrepartie, c'est que t'as pas compris ce que c'est que la liberté de parole, du coup. Tu peux pas demander à faire ce que tu veux comme avant et ne pas accepter que les autres le fassent aussi. C'est-à-dire que les minorités et que les gens bafoués, enfin traités comme de la merde. Alors, en l'occurrence, pas mal les femmes, mais les homosexuels, hein, carrément. Mais c'est l'homosexualité en général, c'est cette espèce de dégueulasserie. Il faut que tu puisses accepter que les gens maintenant ont accès à la parole plus qu'avant. Hein. C'était déjà beauf avant. Mais personne te le disait. Tu comprends ? Oui, mais il faut commencer à réfléchir, à faire un travail sur toi-même, parce que moi, j'essaye de le faire petit à petit, mais je vois des gens comme JDG, comme machin, qui ont du mal à le faire. Parce que quand tu vois des vannes qu'il fait sur certaines vidéos, tu sens qu'il veut continuer d'être beauf. Cette catégorie de gens beaucoup de gens veulent pas évoluer. Ils considèrent que c'est eux qui ont raison et que, non, les SJW, les fameux cheveux bleus, hein, c'est hilarant, les mecs, mais... Ils ont tort parce que c'est comme ça qu'on fait depuis toujours et qu'avant on pouvait le faire. Mais c'est pas que vous pouviez le faire avant et plus maintenant. D'ailleurs, vous continuez à le faire. Enfin, je dis vous, c'est pas toi, Endymion, je dis. Les gens qui font ça continuent à le faire. La preuve, le film sort et fait un succès. Je crois qu'on n'a jamais été aussi décomplexé de la beaufrie
de la beaufrie, d'homosexualité, d'homophobie et tout ce genre de conneries. C'est juste que les gens répondent maintenant. Et la réponse à ça, des gens qui font ces films-là, c'est le déni. C'est JW, les cheveux bleus, mais putain, évoluez un peu quand même, les gens. Parce que ça devient gênant, quoi. Et Philippe Lachaud, ça me choque. Ça me choque vraiment parce que j'avais pas ressenti ça dans ces 3 premiers films. J'avais pas cette sensation de. Alors, est-ce qu'il y a eu dans la production des gens qui lui ont mis dans les pattes Chantal Latsou et compagnie? Est-ce que je sais pas. Parce que ça paraît pas vraiment naturel, ces castes-là. Je le vois pas aller recruter autant. Toi, Junio, je me dis, ouais, il voulait un mec de son enfance, un acteur qu'il avait connu étant jeune, et que voilà, c'était cool. Bourdon, déjà, ça commence à faire beaucoup. Chantal Latsou, tu vois, d'autres mecs, il fait. Tu te dis, putain, c'est bizarre quand même. Ça fait pas naturel certains rôles, mais bon, c'est bizarrement, ça fait un peu mis au chausse-pied. Puis Didier Bourdon, son rôle, il est vachement développé en fait. Je trouve ça bizarre. C'est pareil, je suis pas certain qu'il ait pas exigé, entre guillemets, ou demandé à être plus à l'écran. Je trouve ça curieux. Mais bon, bref. Oui, le plot twist de fin, au secours, la débilité du plan, du méchant, et. Oh putain, puis la scène finale en prison, voilà, d'autres l'ont dit, mais c'est la synthèse du film, quoi. Le plan final de la prison, c'est le film. C'est tout ce qui s'est passé dans le film, c'est uniquement ça que tu retiens, quoi. Et c'est flippant qu'autant de gens aient aimé ça. Ça donne un signal assez alarmant sur l'état d'esprit des gens en 2019, quoi. Si c'est encore ça qui vous fait rire, de la même façon que ça faisait rire en 1990, on va dire, c'est terrifiant. Malgré que la parole se soit libérée, malgré qu'on essaye d'évoluer, tu vois, on en est encore là, quoi. C'est chaud. Et j'ai envie de croire que Philippe Lachaud l'ait pas fait de façon malveillante, mais là j'ai de plus en plus de mal à le défendre là-dessus, dans le sens où je me dis, mec, il y a un moment, quand tu regardes ton film, tu te dis pas, ouais, putain, j'arrête pas de mettre de la bonasse en sous-vêtements, j'arrête pas de mettre des meufs qui se prostituent devant les gars. Alors, dans le scénario, ça a du sens, mais même Laura, quoi. Même Laura, bon, elle a le crush sur Nikki. Bon, c'est plus ou moins dans la diégèse, c'est plus ou moins dans le canon, mais. Enfin, bon, c'est un film, faut que ça aille vite, ouais, ils peuvent pas développer. Voilà, fallait que le truc amoureux soit là, mais. Enfin, Lachaud est tellement pas crédible, putain. Tellement pas crédible en mec badass, c'est. Même pour une comédie, d'accord, c'est une comédie, c'est une mauvaise comédie. C'est une mauvaise comédie, Nicky Larson, c'est un très mauvais film d'action tout court, mais mauvais film d'action Nicky Larson. C'est mauvais. Au-delà de ce qu'on pense, des JW, de la bien-pensance, au-delà de ça, même pour un humour beauf, c'est de l'humour beauf bas de gamme. Ce qu'il faisait, à la limite, sur alibi.com, sur Babysitting, il y avait 2-3 trucs beaufs, mais tu vois, c'était enveloppé d'un meilleur feeling, d'un meilleur feel-good, tu vois. Là, il y a vraiment rien à sauver. C'est vraiment Rance, c'est Tex, Patrick Sébastien, Jean-Marie Bigard qui sont au script, quoi. Mais même eux, je crois pas, il y a un plan, il a un caleçon, je sais plus ce qu'il y a marqué sur le caleçon. Enfin bref, c'est un plan, je suis même pas sûr que les plus beaufs des beaufs l'auraient fait, celui-là. Et là, c'est un des nombreux plans comme ça en quelques secondes qui passent dans le film de la beaufrie. C'est terrifiant, c'est un échec complet de bout en bout. Les costumes sont dégueulasses, l'éclairage c'est éclairé AB Productions quasiment. Enfin, Nicky Larson, c'est censé se passer la nuit à Shinjuku, hein, voilà. Je sais bien qu'il a refait une espèce de fausse ville un peu hybride comme ça, mais les éclairages, regardez ça, c'est un truc de sitcom, quoi, cet éclairage de merde. Je veux bien qu'il ait pas trop de budget, mais du coup, fais pas un film comme ça avec de l'action. Enfin, je sais pas, c'est toujours pareil, je comprends pas l'intention des mecs, quoi. Et je peux pas croire qu'il soit vraiment fan, dans le sens où il a essayé d'analyser vraiment ce que c'était que Nicky Larson, ou qu'il a essayé de le retransmettre vraiment. Je crois qu'il s'est fait plaisir, il a fait encore son film de pote, avec son humour à lui, son sketch YouTube, genre pas le macho, tu vois, mais d'1h30 avec un peu de moyens, et puis il a glissé Nicky Larson là-dessus, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il aurait pu faire un film. Enfin, tu pourrais enlever le côté Nicky Larson, en vrai, ça pourrait marcher aussi bien, quoi. Enfin, t'as pas vraiment besoin de l'action, là. Hein. Puis c'est toujours. Les successions de scènes, c'est vraiment. C'est la facilité scénaristique à chaque instant, quoi. Non, puis ce degré de beaufrie qu'il donne à Nicky, c'est insupportable. Nicky, c'est quand même pas un beauf comme ça, à ce point-là. Il est beauf, mais bon, c'est l'humour japonais, c'est pas le même, et puis. Ouais, c'est vrai que c'était un côté qui était pas forcément très. C'est pas ce qui me plaisait forcément chez Nicky, c'était un peu gênant. Hein. Surtout, voilà, la saison 2, putain, il veut quand même toujours les emmener dans les Love Hotels et tout, il soulève les jupes, quoi, de force. Enfin, merde, c'est gênant en 2019 d'en être encore là, tu vois, et de ressortir ça des placards. Et je dis pas qu'il fallait faire un film Nicky Larson. Il est pas beauf pareil, pas autant que dans le film, c'est ça il est pas aussi franchouillard, c'est ça. C'est que la beaufrie du Nicky de base japonaise, elle est moins puissante et moins crasse que celle que j'ai vue là.
Ça, c'est vraiment du niveau, mais des vieux films, des Charlots, mais des mauvais films Charlots. Et encore, non, même les Charlots, il y avait. C'est beau, fringard, mais c'est pas pareil. Là, il y a un truc anachronique avec l'époque à laquelle ça sort. Ça me gêne vraiment. Mais oui, Nicky était beauf, exactement. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait reprendre? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait garder, tu vois? Est-ce que c'était le cœur du personnage, la beaufrie? C'était, alors on va dire 50%. Et encore, c'était pour le running gag en vrai. Parce qu'on sait que Nicky, il est pas tant obsédé que ça. Bon, dans le manga, il y a déjà plus ce côté Mokori qui est déjà plus présent. Mais c'est aussi pour masquer ses sentiments envers Laura, etc. Bon, c'est aussi un peu ça dans le film, grosso merdo. Mais c'est raconté avec la finesse d'un enfant de 13 ans au collège, quoi. T'as l'impression qu'il a pas grandi, la chose. C'est compliqué parce que là, il va trop loin, quoi. C'est vraiment désagréable, ça laisse un sale goût en bouche, c'est quasiment impossible. Mais je crois que déjà, t'enlèverais tous les caméos des acteurs ringards. Tu ferais juste le film sans les caméos pourris, ça serait déjà mieux. Sans aucun jeu de mots sur le club d'eau, aucune ref mal utilisée au manga. C'est-à-dire genre les corbeaux dessinés, tagués sur un mur, le nom des personnages, je m'appelle Monsieur Mokori, le chanteur du générique qui fait la voix française de Nicky qui fait un reporter qui s'appelle Michel Lavoie, enfin tu vois, tous ces jeux de mots merdiques, mais pas drôles, pas merdique drôle, il y en a trop, c'est pour que ça marche, c'est trop bourrin, c'est pas assez subtil pour que ça fonctionne, ces sous-entendus là. Donc non, c'est une catastrophe, c'est déjà le film de trop, déjà alibi.com certains disaient, mais là il faut vraiment qu'ils se remettent en question. Je ferais pas un peu de la merde quand même? Les producteurs, vous devriez pas me dire que je fais de la merde au lieu de me laisser me filer de l'argent pour faire ça. Tu vois, il y a un moment où faut que quelqu'un de l'extérieur peut-être lui dise, quoi. Parce qu'il est entre spots, tout le monde lui dit, bah il travaille avec sa femme, il bosse avec ses potes. Est-ce que quelqu'un est capable de lui dire vraiment c'est pas bon? Enfin, est-ce qu'il est capable de l'entendre? Je sais pas, parce que là c'est médiocre, quoi. C'est médiocre et puis c'est cheap en plus, le côté pas trop de sous ou alors pas assez mis dans la réal fait que ça a un rendu assez cheapos, quoi. Ouais, ça renforce le côté beauf en plus, c'est assez catastrophique. Et donc non, si vous voulez voir, si vraiment vous êtes en manque de Nicky Larson, il y a l'OAV qui sort, mais encore une fois Nicky Larson ça avait beaucoup de mal à se renouveler aussi, hein, que ce soit l'animé ou le manga. Enfin, essayez de lire Angel Art, moi j'ai trouvé ça catastrophique, Angel Art. Alors c'est beau, hein, mais c'est très froid. Je trouve que les visages d'Angel Art dans le manga sont très... les émotions sont pas... je les sens pas vraies, quoi. Et puis c'est redondant, putain, Angel Art, ça tourne en rond, j'ai dû lire 12, 18 tomes, enfin je sais plus, c'est vraiment... Bon, je les ai lus parce que c'est pas moi qui les ai achetés, hein, mais voilà, enfin c'est pas intéressant et je trouve que au jour tourne en rond comme beaucoup de mangaka, il est bloqué dans sa seule série à succès, enfin dans une de ses séries à succès et il a du mal à s'en sortir, quoi. Un peu comme l'auteur de GTO qui refait encore du GTO parce que c'est pareil, ça tourne en rond et on s'en sort. Encore une fois, c'est pas un gage de qualité qu'au jeu ait validé le film, hein. Je maintiens que ça ne change rien. Cette scène d'explosion de la tristesse, putain. Donc non, ne regardez pas, n'achetez pas le DVD, fallait le voir chez quelqu'un qui a eu le malheur de l'acheter quand même par curiosité. Mais je suis surpris que les deux potes soient pas le plus mauvaise partie du film. Vraiment, ils sont tous dans le surjeu, ils sont pas beaucoup à l'écran. Même le petit moustachu qui profite du parfum pour pécho les meufs, il essaye de... Alors putain, il essaye de pas trop en faire, c'est que ses dialogues sont mal écrits en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que putain les vannes sont... Oh là là. Mais c'est pas eux les pires. Ce que j'avais craint en voyant le trailer, en final c'était ça, mais non. Non, le pire c'est la show. C'est la show qui sait pas jouer. Tout le monde joue très mal la comédie. Tous les acteurs, les méchants, il y a un méchant qui a un accent allemand, tu vois. Alors est-ce que c'est un hommage au film de l'époque, mais c'est plus un hommage parce que comme tout le film est comme ça, c'est pas juste un perso hommage au milieu du truc. C'est que tout pue cette odeur de moisi, quoi. Ça reste un mauvais film au-delà du problème, je vais dire le problème SJW, qu'on adhère ou pas au fait qu'il soit beauf ou pas, mais au-delà de ça, c'est même pas du beauf drôle, c'est même en essayant d'accepter une seuil de tolérance de la beaufrie, tu vois, c'est médiocre. C'est médiocre de A à Z, il y a rien à sauver, il y a rien qui est bon, il y a rien qui est fidèle ni pas fidèle, c'est même pas la question en fait, on en est même pas là. On a tellement de trucs à éliminer avant, à nettoyer avant, qu'on en est même pas à la fidélité ou pas. Parce que le but c'est pas forcément d'être fidèle scan manga comme ils font d'adaptation, notamment l'adaptation de 20th Century Boys, où ils ont choisi des acteurs qui ressemblent tellement au perso et qui font les cases du manga refaites en film, tu vois, ça n'a pas de sens non plus. Et là le fait qu'ils refassent des cases, qu'il en soit fier, tu vois, à la fin du film il y a un plan où il compare son plan avec la case de la BD, quoi, qui soulève la jupe. Mais c'est pas ça faire une bonne adaptation fidèle, ça c'est être un gros débile qui fait une adaptation de surface, qui prend des cases et qui a pas compris... Vu ce qu'il livre à côté, il n'a pas compris ce que c'était, ou il n'a pas voulu vraiment le refaire proprement en film. Si c'est vraiment ça qu'il a retenu de Nicky Larson, il y a un problème.
Si pour lui, Nicky Larson, c'est cet humour-là, non. Je sais que non, je sais que c'est... Enfin, non, il le sait aussi, il sait bien que c'est son humour à lui, mais bah, ça marche pas. Ça marche pas, je suis désolé, c'était très très mauvais, c'était très douloureux. Je suis content que ce soit sorti. Et je comprends pas comment les influenceurs ont pu être aussi indulgents et bienveillants avec ce film-là. Pas forcément vers lui en particulier, avec Lachaud en particulier, même s'il faut commencer à lui dire. Hein. Il faut commencer à lui dire, mec, tu commences à faire vraiment de la merde là. Sur Alibi, on n'a rien dit. Sur Babysitting à 2, c'était un peu marrant et c'était même sympatoche. Là, tu vas loin. Mais ouais, à ce point-là, enfin, regarde-le. Enfin, tu l'as vu? Non, dis-moi, je sais plus si tu l'as vu. Vraiment, j'ai une certaine tolérance à l'humour beauf parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je regarde Chevalier et Las Palais, c'est beauf aussi. Mais eux, c'était déjà ringard à l'époque. Et je regarde plein de vieilles humoristes qui ont dépassé la date de péremption, si tu veux. Même texte, des fois, il me fait rire. Mais c'est ironique parce que je reconnais qu'il me fait rire parce qu'il est tellement beauf et ringard, tu vois, que ça me fait rire. Là, j'arrive même pas à ça. J'arrive pas à... C'est trop premier degré. J'arrive pas à voir le moment où ça se décale. Hey, c'est vraiment de la merde ce qu'on fait, on part en délire total. Il n'y a même pas vraiment ce moment-là, tu vois. Parce que s'il avait fait ça, ça aurait équivalu, bien sûr. Ça aurait équivalent, ça aurait équivalu. Non, je sais pas, je trouve pas le mot. En gros, ça aurait fait comme si, comme s'il disait bon, l'adaptation, je m'en bats les couilles, je vais faire une grosse pantalonnade et on en a rien à foutre de Nicky Larson. Et c'est pas vraiment ce qu'il veut faire parce que je crois qu'il aime quand même bien la série, tu vois, l'animé, mais je sais pas ce qui lui a pris. Je sais pas. Je crois qu'il faut se résoudre. L'humour de Philippe Lachaud, ça colle pas avec un Nicky Larson. Tant qu'il voudra continuer à faire que ses films à lui. Angel Bayou, quoi? Quoi? C'est quoi? Avec équivalu, c'est ça? Je sais pas compris. Donc non, quand même, si ce film-là peut servir de déclencheur, peut-être pour toi, Dimion et d'autres gens qui se complaisent, qui sont confortables dans l'humour à l'ancienne et qui veulent pas trop en sortir, et si ça peut dire ah mais putain quand même c'est vraiment ça, c'est ça, ah quand même c'est chaud, c'est vraiment de la merde quand même. Et regardez peut-être des sketchs des inconnus ou des vieux sketchs d'humoristes de l'époque, se dire ouais quand même, et se dire c'est quand même chaud de tout le temps faire des accents, des gros accents dégueulasses tout le temps, et de dire les quinois, les faces jaunes, tout ça, même s'il y a un propos derrière humoristique, peut-être que certes ça a été une époque, mais il serait peut-être temps de changer. C'est pas grave d'évoluer, vous voyez, ça va pas vous effacer votre personnalité, c'est pas grave. Et de comprendre pourquoi les gens gueulent aussi, c'est important. Si ça peut servir à ça, ouais, parce que je me souviens que Karim Debache disait dans un Chroma sur Vidoc, il disait, je crois que c'était Chroma ou Cross, non c'était Chroma, où il disait à un moment, Kamel Debi je crois dit oui j'aurais aimé que ce film n'existe jamais, et l'autre dit ferme ta gueule. Alors, en gros tous les films doivent exister, dire ça c'est un non-sens, mais je pense que dans tous les préceptes il y a des exceptions, et sur ce concept, ce précepte là, ces exceptions c'est Nicky Larson. Je suis pas convaincu que si le film n'avait pas existé on n'aurait pas eu un monde un peu meilleur ou un peu moins pire. C'est exagéré bien sûr, c'est pour la formule, mais vraiment est-ce qu'il était vraiment nécessaire ce film? Je sais pas. Si ça peut aider à arrêter, mais non, parce que ça a eu du succès, il y aura probablement une suite, probablement d'autres adaptations. Mais qui sait ce qui peut lui tomber sous la main maintenant qu'il a fait un succès avec ça. J'espère juste que les gens dans son entourage et lui aura la conscience de se poser et se dire bon, faut que je change faut que je fasse autre chose, je peux faire tout le temps le même film quoi. Mais c'est parce que tu écoutes pas les bons. Faut pas écouter, et puis il faut pas faire. Faut se renseigner par soi-même. Il faut faire son petit chemin personnel de réflexion personnelle à son rythme. Il faut pas aussi prendre. Si ça te fait mal, si ça t'agace, c'est peut-être que ça te touche aussi. Moi, je sais que des réflexions me touchent pas parce que je sais où j'en suis par rapport à ce que je pense de tout ça. Donc, je me sens peut-être moins visé. Mais je sais que j'ai encore des progrès à faire sur plein de trucs parce que je suis de cette époque-là. Techniquement, ce qui le fait rire lui m'a fait rire à l'époque. J'ai ri des blagues racistes, j'étais fan de Michel Leb, premier degré, no lie, tu vois, je déconne pas. Mais premier degré, ça me faisait rire quand il faisait l'accent africain là, tu vois. Et parce que j'étais un enfant, hein, attention, hein, j'avais même pas 10 ans, je crois. Hein. Mais du coup, c'est comme ça qu'on crée des générations de personnes qui comprennent pas maintenant que les minorités ont la parole, que ce soit les femmes, les enfants d'origine immigrée ou prennent la parole, ils le supportent pas, tu vois, parce qu'ils sont pas habitués à ça. Et les parents encore d'avant, encore plus. Enfin, et du coup, faut arriver à faire cette démarche qui est compliquée, de se sortir de son enfance et de son éducation. D'éducation, je parle pas des parents, mais Némé, petit, je faisais des sketchs de Michel Leb devant la famille. De fou. J'en étais là.
Oui, 10 millions, mais c'est même plus vieux, voilà. Mais quand je parle de l'éducation, c'était on va dire l'influence de l'environnement, voilà, télé, artistique, etc. Et c'est pas simple quand t'as été habitué enfant à quelque chose de faire autrement quand t'es adulte. C'est pas facile. Et ça me prend du temps. C'est relativement nouveau, mon éveil à tous ces problèmes-là, tu vois ce que je veux dire. Mais là, quand je vois ce film, je me dis, ouais, merde, quand même, ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est surtout que ça me sauve que c'est un mec de mon âge, je m'identifie plus à lui. C'est que c'est pas un vieux ringard comme Clavier, tu vois. Bon, je veux dire, ah, c'est un vieux gars, il fait des blagues racistes, bon, ok. Je cautionne pas, mais je comprends, le mec est vieux et il vit pas avec son temps. Mais là, merde, Filou. Merde, fais des efforts. Bon voilà, allez, c'était la grosse diatribe. Fallait que ça sorte. Je pouvais plus voir les influenceurs le sucer à ce point-là, dire que c'était bien ou que c'était pas trop grave. Si, c'est très grave. C'est très très grave. Enfin, c'est très grave. Pas dans l'absolu, hein, c'est pas grave évidemment, mais il faut pas attendre que ce soit grave pour en parler aussi. Quand les gens me sortent ça comme argument, on va pas attendre que le mec il commence à brûler des bébés avec des croix gammées pour dire tu vas un peu loin, Filou. Enfin, Filou ou un autre. Parce que je veux dire, c'est toujours ma métaphore de la glace à la vanille de tout à l'heure et de la glace au chocolat. Faut pas attendre que ton pote encule des bébés, encule des bébés morts pour lui dire tu vas un peu loin, Maurice. Bon, laissez-le manger sa glace à sa vanille, mais voilà. Bon, allez, zou, on va parler sur quelque chose d'un peu plus positif si on veut. Le tome 3 d'Orion. Alors, Orion, c'est dessiné par NIB et scénarisé par Yankee, le youtubeur. Même si maintenant il fait plus que des podcasts où il raconte sa vie, où il répond à des FAQ pendant 3-4 heures à chaque vidéo en gros. Et il est évidemment scénariste d'Orion, hein, mais là, je parlais de son activité sur YouTube. Parce que bon, c'est le manga français. Un peu star, édité par Glénat, hein, et pas dans une collection, pas dans une sous-collection manga français. Voilà, c'est la même que One Piece, Shonen manga, quoi. C'est au même niveau. Et force est de reconnaître que Glénat le pousse à peu près autant qu'un Shonen. Bon, peut-être pas One Piece évidemment, mais tu le trouves dans les rayons. À la sortie, il a été très très mis en avant, mais vraiment beaucoup. Les chiffres de vente sont très bons sur Amazon, etc. Donc voilà, à ce niveau-là, oui. C'est un petit peu le plus professionnel peut-être des mangas français avec Radiant. Enfin, la plus professionnelle dans le résultat, parce qu'on va le voir, on va en reparler après dans la fabrication, dans l'édition, c'est malheureusement là que ça pêche. Le tome 3, donc, quand je commence une série de mangas, comme j'ai pas trop de sous, je recommence rarement, mais bon là je travaille donc j'en profite. Je me donne 3 tomes pour savoir si je continue la série ou pas. C'est un chiffre arbitraire, ça pourrait être... Voilà. Mais au niveau budget, bon, ça fait 3 fois 6 ou 7 euros. Voilà, c'est raisonnable. Du coup, voilà, j'en suis au 3e tome. Alors, le premier tome, j'avais détesté. Je déteste toujours. Je suis incapable de relire le premier tome. Le tome 2 était déjà beaucoup plus classique, donc peut-être plus facile à digérer, plus maîtrisé aussi, et commençait à prendre goût, mais j'avais encore ce problème de manque d'empathie pour l'écriture, les personnages, et le tome 3 va confirmer ça, même si là c'est paradoxal parce qu'il y a de l'action, on va dire classique, lisible, mais il y a le même problème en fait se confirme dans le tome 3. Je pense que tout ce manga, tout le projet par Yankee a été pensé avec en tête les méthodes d'édition en France. Il faut savoir que tant que le volume, ils l'ont commandé 2 volumes. Ils commandent 2 volumes, tu vois, tu as une série en tête qui va durer, tu vois, sa série elle est prévue pour être relativement longue. Donc lui, il sait où le scénario va aller. L'éditeur te contacte, t'as de la chance, il te demande que 2 volumes. Si ça marche pas, tu feras pas de 3e volume. Avec eux, en tout cas. Donc c'est ignoble. C'est-à-dire que c'est une pression ahurissante sur l'œuvre de ta vie. Déjà que tu gagnes presque pas d'argent. Hein, on va reparler de ça, de l'édition en France et de ce qui est en train de se jouer en ce moment avec les dessinateurs notamment, mais avec plein d'autres métiers de l'édition en France. Sur les droits d'auteur, sur la façon dont les éditeurs sont en train de se gaver, notamment la dernière sortie de Monsieur Glénat, le patron de Glénat, qui discutait, il y a eu notamment une petite vague de colère encore sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux, sur les auteurs qui sont pas payés quand ils viennent dédicacer. Et Glénat a dit bah ouais mais non ça me choque, ils font ça pour la passion, si on les payait ce ferait bizarre quand même. Il y a un dessinateur qui dit ouais bah, on va retourner le truc, enfin, les éditeurs si vous êtes passionné par le machin, par vos œuvres, ouais faites pas pour l'argent, hein, sinon c'est bizarre, hein, ça veut dire que vous faites ça pour l'argent, c'est pas très passion, hein. Et les éditeurs sont tellement au-delà des réalités des auteurs, enfin les mecs pensent tellement qu'à leur pognon que c'est en train d'atteindre un point de rupture très très grave. Si vous suivez un peu des auteurs, Johan Sfar elle s'est mis dedans, enfin Boulet notamment, c'est pas que des auteurs indés, c'est que là on a un point de rupture dans la bande dessinée principalement parce que c'est ce que je suis, où ça devient intenable et où beaucoup trop de gens arrêtent de faire des BD. Les éditeurs envoient dans les rayons des bandes dessinées merdiques en quantité astronomique, donc surchargent le marché
du fait qu'il n'y a plus rien qui se vend. En tout cas, les produits de qualité n'existent plus et c'est des merdes comme la BD de l'Inquétéracide tome 2. On va faire un petit aparté. C'est l'ultime merde. C'est presque pire que le 2. C'est vaguement mieux dessiné et encore. Enfin, les blagues tombent encore plus à plat. Donc, c'est une horreur. Hein. Il faut que vous arrêtiez l'Inquétéracide. Vraiment. Dites à votre éditeur, je sais que vous avez signé un contrat, je pense, pour un certain nombre de tomes. Brisez le contrat, démerdez-vous. C'est horrible ce que vous êtes en train de faire. C'est horrible. Dans le contexte actuel encore plus, mais de façon générale, c'est horrible. C'est la pire bande dessinée. Lisez n'importe quelle BD des blondes, les blagues de Toto, ce sera 5-10 fois mieux que l'Inquétéracide. Peu importe que vous les suiviez sur YouTube, ça peut pas être drôle. Bon, à part vous êtes des moutons, vous dites, ouais, la BD est trop drôle, lol, MDR, t'as vu, hashtag, retweet-moi, j'ai acheté ta BD. Mais ça, c'est la méthode de manipulation marketing que Michel Lafon a bien compris en les éditant, hein, vous inquiétez pas. Là-dessus, on n'est pas là-dessus avec Orion, heureusement. Et donc oui, l'édition de bande dessinée va mal, et du coup, il est obligé, il se sent obligé, enfin, il a calculé son manga, j'ai l'impression, en prenant ça en compte, et du coup, le tome, il se passe des trucs qui auraient dû se passer en au moins 3 volumes. Bon, alors, on va mini-spoiler, il y a un perso malade, son ami essaye de le sauver, ça se résout dans le volume. Alors que ça aurait pu faire quelque chose de plus long, qu'on aurait pu s'attacher, plus de tension, mais c'est résolu littéralement en 15 minutes quand t'as fini de le lire, tu vois, t'arrives à la fin, ah bah c'est déjà fini, d'accord. Alors tout n'est pas résolu, on voit bien qu'il y a encore du danger, mais je veux dire, le truc principal c'est résolu, voilà. Donc c'est dommage. Et puis il y a d'autres problèmes, c'est l'écriture des dialogues, où Ayanke a toujours du mal, je trouve, à écrire des dialogues. On a l'impression que c'est des personnages qui parlent. Moi, je ne vois que lui qui parle tout le temps. Chaque bulle, c'est lui qui parle, c'est pas ses personnages. Parce que ces personnages sont un peu des fantômes, quoi. Ils ont pas de personnalité qui transpire vraiment. Enfin, c'est vraiment des lignes sur un livre. C'est, le dessin, encore une fois, et l'écriture fusionnent pas très bien. C'est comme presque 2 récits parallèles. Tu pourrais enlever les images, tu comprendrais. T'aurais pas besoin des images pour comprendre ce qui se passe. Alors qu'à l'inverse, disons que si tu faisais ça, t'enlèves les dessins, t'as que les dialogues, tu comprends une histoire, t'enlèves les dialogues, t'as les dessins, tu comprendrais pas la même chose. Parce que les deux sont moitié en parallèle, mais pas fusionnés. Après, c'est 2 personnes différentes qui le font. Et même s'il est très proche, parce que, ils sont ensemble dans la vie, hein, avec la dessinatrice, donc il est très... il valide tous les dessins, voilà, chaque planche, chaque dessin, et c'est lui qui l'a validé, donc c'est à peu près ce qu'il veut montrer. Mais malgré tout, ça ne colle pas. Combien de ces personnages font des pauses à la Legolas pour te balancer un petit dicton philosophique à un moment complètement incongru, tu vois, où personne parle comme ça dans une fiction. Au moment avec ce qui se passe, il y a un moment, un perso féminin qui se recueille sur la tombe d'un autre. Alors elle fait genre les émotions qu'elle n'a pas pu lui dire quand il était vivant, elle commence à pleurer, mais elle te sort pas une logorée, ce serait exagéré, mais beaucoup de dialogue à un moment où il faudrait qu'elle soit silencieuse, tu vois. Ça marcherait mieux, mais là aussi je pense que ils sont tellement pressés de transmettre les infos, tu vois, parce qu'ils savent pas si ça va continuer. Je sais pas où ça en est, je sais pas si le tome 3, s'il se vend bien, il y a le tome 4 ou s'il est déjà signé. Je pense qu'ils sont encore avec cette espèce d'épée de Damoclès, mais c'est plutôt une M16 de Damoclès derrière la nuque, quoi. C'est pas... ça rigole zéro, quoi. Donc tu sens cette urgence qui malheureusement, moi, ne fonctionne pas. Ça va à la fois trop vite, je m'attache pas, donc je me soucie pas trop de ce qui se passe et j'ai du mal à avoir envie de continuer. Alors le dessin est toujours plutôt, ouais, effectivement professionnel, ça fait aucun doute. J'ai des petits soucis moi personnellement avec les expressions faciales qui tombent toujours un peu, enfin pas toujours, mais souvent à côté. Je comprends pas ce que le personnage est censé ressentir. Il y a le dialogue qui m'aide, mais sinon des fois je pige pas. Il grimace, il est content, il est pas content, je sais pas trop. Certaines aussi problèmes parce qu'elle vient de l'animation. Et sur certaines phases d'action toutes bêtes, genre un perso qui monte les escaliers, il va manquer des étapes d'animation intermédiaires. Tu sens qu'elle a l'habitude de ça. Et du coup, il y avait déjà eu le problème dans le volume 1, mais là, genre, il est en bas de l'escalier, case d'après, il est déjà en haut. Il manque ce moment où il monte, où c'est bizarrement timé. Alors, pas tout le temps, hein. Il y a des scènes où ça marche plutôt bien, hein. Et il y a des très très bonnes scènes, très intéressantes au niveau graphique, où justement... le côté manga s'efface presque pour un côté plus... pas franco-belge, mais pas manga habituel de ce qu'il y avait jusque-là dans... Les visages se déforment d'une façon un peu plus personnelle, un peu plus curieuse, ce qui marque d'autant plus, tu vois, ce qui choque d'autant plus, mais malgré tout, on sent que c'est pas une histoire qui a l'air crédible, c'est un livre, quoi. C'est pas vraiment une BD. L'influence de l'écrit est trop fort, je trouve.
Puis bon, bah c'est de l'écriture, Sayenke, c'est très littéraire, c'est très comment dire, c'est pas des personnages qui parlent, c'est un auteur qui écrit. C'est compliqué à expliquer, mais quand vous le lirez, peut-être vous comprendrez ce que je veux dire. Après, voilà, il est évidemment mieux que plein d'autres mangas, même japonais, bas de gamme, qui sont ramenés, qui sont importés du Japon, parce que maintenant que le manga c'est devenu un produit de consommation un peu de masse en France aussi, bon, pas autant qu'au Japon, mais voilà, on a aussi les mauvais trucs qui arrivent. Mais malgré tout, dire que ça fait comme un vrai manga japonais, non, c'est un vrai manga japonais, mais c'est à cause du système d'édition, je pense. Je pense que ça vient de là. Donc bah je pense pas continuerions peut-être un tome, allez je vais être gentil, mais non, l'histoire n'arrive pas à m'intéresser. Malgré que le dessin soit vraiment cool, mais c'est vrai, c'est pareil, ces personnages, tu sens que ce qu'elle aime c'est faire des vêtements en fait. Voilà. Ces personnages tu les reconnais aux vêtements, parce que leurs têtes sont presque interchangeables, leurs émotions sont pas très très lisibles sur les visages, pas distinctes et... Par contre les tenues, ouais, les tenues tu le reconnais, il y a un héros, Sarks, moi je le reconnais à sa tenue et à son arme. Pareil, Palk aussi. Parce que son visage, il est sans âme, quoi. Bon, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, juste pour revenir sur ce truc de l'édition, le problème, c'est qu'il a fallu presque attendre, quoi. Je sais pas, peut-être un an, à peu près un an entre le tome 2 et le tome 3, alors que les mangas, c'est tous les mois en France, ou tous les 2 mois et demi, 2 mois, quand ils sont traduits. Alors, le scénario Ayenke, A-I-E-N-K-E-I. Qui était connu sur YouTube à un moment, voilà, qui a été connu dans le YouTube Game à une époque, qui est scénariste de métier et qui sort enfin depuis maintenant un an et quelques, maintenant 2 ans maintenant, son manga, le projet de sa vie. Bref, il fait des podcasts sur sa vie, je sais pas comment dire autrement, il donne son avis, enfin, il répond à des questions, voilà, il fait des FAQ en fait, mais pas des FAQ sur sa chaîne, enfin pas que. Et c'est un mec un peu cultivé, bah c'était il y a un moment, il a arrêté YouTube. Vraiment d'être voilà, influenceur ça n'existait pas à l'époque, mais il a un peu quitté YouTube, il est occupé, hein. Et donc oui, pour revenir sur le monde de l'édition, je pense que c'est une impasse ce qu'ils font les éditeurs français avec le manga français, c'est qu'ils veulent profiter de la hype du manga en France, de l'argent à faire, mais ils veulent pas copier le système d'édition japonais. Ils veulent que les dessinateurs dessinent à la japonaise, tu vois, pour avoir le côté le cash quoi, du manga, mais plus facile parce que bah, c'est local quoi, donc ça coûterait moins cher. Mais ils veulent pas payer d'assistants, ils veulent pas payer le matériel et ils veulent pas payer d'assistants. Déjà rien que ça, oui, tu veux que et ils veulent pas non plus valider plus de volume. Parce que les mangas ils sont prépubliés et après ils sortent en relié et voilà, l'éditeur normalement il est confiant, il dit pas au prochain volume on arrêtera peut-être. En France c'est ça, hein. Et tous les dessinateurs de mangas français vous le diront. Enfin, je crois pas qu'il y en ait un, à part peut-être Tony Valente maintenant. Et encore, je sais pas s'il a validé. Son éditeur lui dit oui vas-y fais toute ton histoire, on publiera tout, tu vois, quelles que soient les ventes. Je pense pas. Et du coup bah les mecs, déjà pas d'assistant. Tu te rends pas compte ce que c'est que dessiner avec un niveau de qualité. Bon allez, je vais essayer de vous trouver une belle page sans trop vous spoiler, mais une petite page d'action là, voilà. Je veux dire merde c'est propre quoi. Et elle fait ça toute seule quoi a priori. Enfin j'avais entendu des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des assistants sur les décors qui seraient passés, mais il dit que non, donc je sais pas à qui croire. Mais enfin, un manga au Japon, il y a 4, 5, peut-être des fois plus d'assistants qui bossent sur les décors, sur certains vêtements. Tu vois, sur Geto, il y en a un qui s'était attribué les designs des t-shirts. Il y avait beaucoup de t-shirts avec plein de motifs dessus à reproduire à chaque case et tout, selon les mouvements, etc. C'était pas juste un truc informatique qui était plaqué sur le t-shirt, quoi. Donc voilà, en France, non. En France, t'es tout seul. Ton avance sur frais, elle est ridicule. 6% quoi, 6% des ventes seulement. Et en plus, tu dois aller donc sur les conventions pour faire tes dédicaces et faire la promo. C'est pas ton métier quand t'es dessinateur. Et même si je peux comprendre qu'on accède d'y participer parce que ça fait aussi plaisir de rencontrer le public, mais c'est du temps en moins où tu bosses et on en revient aux dédicaces payées. Je sais que dans ma tête, les dédicaces, oui, les mecs étaient défrayés pour aller genre Japan Expo faire des dédicaces. Mais c'est vrai que dans ma tête, je m'étais pas posé la question, mais est-ce qu'ils sont payés ? Parce que nous aussi, en tant que consommateurs, on est habitué à en avoir rien à foutre, hein, on va pas se mentir. Parce que la plupart, surtout pour les mangas, jusqu'à récemment, ça venait du Japon. C'était les traducteurs et basta, quoi. En France, il n'y avait pas de dessinateur de manga, quasiment. Dans le grand public, je parle. Moi, je fais partie du grand public, je suis pas un esthète. Mais je m'y intéresse récemment. Hein. Et du coup, le problème, c'est que les auteurs de BD... mais oui, alors ça peut aller un peu plus sur les anciens, mais oui, et 6%, mais c'est ridicule. Ça devrait être
Et le reste, c'est partagé entre l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur. Et c'est l'éditeur et le distributeur qui se gavent comme jaja. Et puis surtout, les pratiques des éditeurs sont ignobles. Il y a un nouveau truc qui est sorti là sur Twitter. Il y a un éditeur, il signe un contrat à un petit jeune et il y avait marqué « On garde 30% des planches d'origine pour nous ». Pas juste les droits d'éditer le manga, les planches d'originel. L'auteur, il est dépossédé de sa création. Enfin, d'une partie. C'est complètement fou. Les mecs, ils ont dépassé le stade de la sanité mentale. Enfin, je veux dire, tu fais pas ça. L'auteur, c'est plus de 50%. C'est l'œuvre elle-même. Sans l'auteur, il n'y a pas d'œuvre. Alors que sans l'imprimeur, bah, tu trouves un autre imprimeur. Même s'il y a un savoir-faire technique, admettons, mais le distributeur, littéralement, il est très facilement remplaçable. Il ne devrait pas être en position de force. Mais les éditeurs et les distributeurs se sont mis ensemble pour garder la main sur l'argent, quoi. Et clairement, c'est insane. C'est insane que ce soit dans cette situation et ça va craquer. Il y a plein de dessinateurs qui arrêtent. Des mecs connus qui ont arrêté. Je sais plus quel dessinateur connu, mais c'était Franco Bage, je crois, ouais, qui a arrêté parce qu'il s'en sort plus. Il gagne pas d'argent, il gagne pas assez. Il gagne plus d'argent à faire des illustrations bonus, machin, voilà, où il est effectivement payé que pour faire des vrais BD qui sont au cœur du métier. Donc c'est ahurissant, il faut se mobiliser, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Renseignez-vous déjà. Savoir que le métier d'auteur est en train de crever, que tout le monde s'en fout parce que c'est de la sous-culture, hein, que ce soit BD ou livre. La culture, c'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est le prix de l'essence. Ok, je comprends. Bien sûr, mais les dessinateurs aussi, ils payent l'essence. Un monde où il n'y a pas d'art, où il n'y a pas de culture, c'est la fin de la civilisation. Hein. J'exagère à peine, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vraiment, si la seule chose qui nous fait lever le matin, c'est le prix de l'essence, c'est mort. Moi, on va tous se flinguer. Hein. Et si les seuls trucs artistiques, c'est ça, là, on est mal barré. Si vraiment au cinéma, c'est déjà ça en plus. Hein. Les films français, c'est que de l'humour comme ça, hein, quasiment. Et non, on n'en veut pas. On n'en veut pas que de ça. Peut-être il en faut aussi, hein, pourquoi pas, mais non, faut pas que ça. Parce que pourquoi ce film il s'est fait de Nicky Larson ? Parce que les mecs qui décident savent que ça va faire du fric. Ils en ont rien à foutre que tu veuilles faire un film de genre, un petit jeune des réels qui va faire un film d'horreur, un film d'action, on s'en bat les couilles. Là, t'as Philippe Lachaud qui a fait 3 succès et faire de l'humour avec Didier Bourdon et Chantal Latsou et à faire prot les nichons, voilà, ça c'est parti mon pote. Ça on te fait ce qu'il faut pour avoir les droits officiels et tout, tu vois. Ça me rend malade, ça me fait gerber, et c'est pas contre Philippe Lachaud en particulier, c'est contre le système qui est derrière. Et aussi les gens qui favorisent ça en allant les voir, hein, en faisant plus de succès, voilà. Donc, même si moi, je suis pas un grand fan d'Orion et je suis pas acquis à la cause d'Aïké comme ses fans le peuvent l'être, parce que je vois forcément ils retweetent les trucs positifs, mais les mecs ils disent des superlatifs, tu fais ouais, c'est peut-être exagéré quand même. Mais personnellement, voilà, je l'encourage évidemment. Mais oui, un cercle vicieux, mais les seuls qui peuvent changer ça, c'est la masse. La masse, c'est les consommateurs. Pour les produits culturels, il n'y a pas le choix. C'est où tu fais. Et il y a aussi, ou alors on arrive au point de rupture comme c'est en train d'arriver, et il va y avoir des morts. Qu'il y ait des gens qui meurent de faim, parce que des dessinateurs, parce qu'ils n'ont pas voulu se résoudre à faire un boulot normal ou à faire de l'illustration de merde, comme les BD que je parlais tout à l'heure, les Blondes et Toto, et qui préfèrent crever, mais littéralement, enfin, il a eu des moments, il en parlait, où il n'avait pas une thune et tout, hein, en tant que scénariste et dessinateur. Parce que voilà, on n'est pas dans un monde qui favorise les tentatives un peu hors circuit en ce moment. Hein. Les trucs indés, dans le dessin, la bande dessinée, c'est mort. Hein. C'est l'enfer. Et quand tu vois les rayons, regardez dans la Fnac, regardez les rayons de la Fnac, et regardez le nombre de BD qu'il y a. Déjà, il y en a beaucoup. Hein, le rayon BD est énorme. Et regardez combien il y a vraiment de trucs un peu originaux. Rien que l'étal des mangas, t'as l'impression de voir 40 fois le même manga, en fait. Alors, c'est le principe du shonen, c'est peut-être très codifié, il y a ça aussi, mais c'est vrai que... ouais, il faut aussi se prendre par la main et puis jouer son rôle. Alors, c'est pas vous, tout seul, mais un petit retweet, rien que vous intéresser au sujet. Même si ça change rien, au moins vous aurez peut-être un peu appris quelque chose et un peu changé. Et dis-vous, ça me compte moi. Hein. Je suis en train de le faire, c'est tout. Mais oui, moi aussi, évidemment, sur plein d'autres sujets. Là, je m'intéresse à la BD parce qu'avec Nico, qui m'a fait mon avatar et tout ça, lui, il est dedans. Et je vais écouter des fois, il fait des podcasts un peu comme moi, là, sur ce format-là, mais avec des mecs qui dessinent des mangas qui sont édités, des mangas français. Et c'est très, très intéressant. Et j'ai appris des trucs. Bah, c'est là que j'ai appris des prix de rémunération, mais je tombe des nues, quoi. Enfin... Et c'est vrai que je me rends compte que ça m'intéressait pas avant et que c'est ignoble. Mais pour autant, je vais pas forcément dire que j'ai kiffé Orion parce que voilà, faut défendre. Faut vous y intéresser. Au moins le feuilleter dans une Fnac.
Et si vous avez pas trop d'argent à mettre, mais que voilà, peut-être bouquiner le One Piece et payer celui-là, au moins un volume peut-être, ou celui-là ou un autre, vous voyez bien ce que je veux dire. Et même si vous avez l'impression que ça fera pas de différence, bah, si personne s'y met, effectivement, bah, on se laisse marcher dessus et on aura un Inqueteracid tome 3 ou un manga Inqueteracid. Je me tire une balle. Hein. Si ça sort, s'il y a un manga Inqueteracid ou Mister MV, désolé MV, je t'aime bien, mais fais pas de BD, je t'en supplie. Basé sur ta chaîne, ça me rendrait fou. Hein. D'ailleurs, le manga Maître Gims de Maître Gims a complètement bidé hein, au niveau des ventes. Mais on s'en fout, il y a un tome 2 de prévu, puis ça va encore en balancer d'autres. Hein. Il y a de l'argent à se faire. Tant qu'ils seront pas arrivés au fond du point de rupture, les mecs ils arrêteront pas. Hein. Il faut se bouger quand même. Donc voilà. Moi je pense que je vais pas tenir plus longtemps que ça sur Orion. Bien. Pas pour moi en tout cas. Mais ouais, le tome 1 m'a fait très peur. Là ça devient quand même plus agréable. Voilà. Mais malgré tout, peut-être pas pour moi. Voilà. Tac. Et le dernier, le One Punch Man saison 2. Ah oui, bah, on a déjà un tome 2, oui, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de tome 3. One Punch Man saison 2 par JC Staff, la saison maudite, la maudite saison de One Punch Man saison 2. On a vu les trailers, ça a cringé parce que c'était laid. L'épisode 1, 2, 3, on a envie de se couper les yeux. Voilà, ça partait très très mal. JC Staff, c'était pas le studio habitué. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de l'Ermite Moderne. Bonjour Luigi. Voilà, l'Ermite Moderne a fait une vidéo à la sortie de l'épisode 1 ou 2, il en parlait des conditions de création et de production de la série, enfin de cette saison-là, par JC Staff. Ça m'a appris plein de choses. Donc voilà, les premiers échos étaient catastrophiques, One Punch Man c'est fini. Là-dessus, la série continue, je continue de regarder la saison 2, et ben on arrive au 12e épisode qui est le dernier. Alors, le seul truc que je vais pouvoir dire sur la fin, c'est que c'est dommage que ce soit déjà fini quand ça devrait commencer. C'est-à-dire que le niveau de qualité qu'on a à l'épisode 12, on aurait dû l'avoir dès l'épisode 1. Et même là, même si on a vu la qualité de l'épisode 12 sur toute la saison, ça aurait quand même été en dessous de la saison 1, d'un point de vue visuel. On n'est pas encore atteint la saison 1, mais il y a une vraie amélioration sur l'épisode 12. Vraiment, c'est plus que respectable. C'est pas la saison 1 au niveau visuel, mais au niveau scénario, c'est mieux que la saison 1. Parce que la saison 1 de One Punch Man, c'était un one-shot, c'était une blague. C'était on retourne le shonen, on met le mec qu'il est fort, c'est plus fort dès le début, il se fait jamais battre, il les tue en un coup de poing, voilà. Tu pouvais pas faire une série que là-dessus. Donc tu sens que dans le manga, qui est excellent, vraiment le dessin du dessinateur là de Daishit 21, j'ai pas son nom en tête, mais vraiment fantastique le dessin du manga, vraiment, mais c'est pas loin d'être aussi génial que du Toriyama quoi. Mais vraiment, il est époustouflant le manga. Et le développement donc de personnages qui a été mis en place dans le manga pour étoffer la série, pour en faire peut-être une vraie série. Je sais pas si One a écrit ça aussi, je sais pas à quel point il participe. Et ben on commence à le ressentir aussi dans l'animé, et on a d'excellents personnages secondaires, enfin qui deviennent des personnages principaux, et Saitama qui devient quand même secondaire malgré tout, parce que tu peux pas garder un personnage comme ça en premier plan tout le temps. T'as déjà fait le tour du personnage dans la saison 1, je veux dire, oui, il se centrise, solitaire et tout. Ah, le tome 16. Ah bah du coup, ouais. Ah bah oui, c'est ça, oui, parce que le tome 16 est sorti aujourd'hui et vu la jaquette, je me suis spoilé. Moi. Mais tu peux regarder, je pense que tu peux... Enfin ouais, voilà, lis le manga d'abord. Ouais. Mais la version animée de ce que tu vas avoir du tome 16 est vraiment géniale. Hein. Vraiment, là c'est le trailer que je t'ai mis, tu seras pas spoilé. Hein. C'est le trailer de l'épisode 1-2, voilà, il n'y a rien de spécial. L'épisode 12 est fantastique. Et donc oui, le développement de personnages, même Saitama qui est quand même mis en retrait, ils arrivent à lui faire prendre un virage intéressant avec le fait qu'il côtoie King, qui est le fameux héros le plus fort du monde, l'homme le plus fort du monde, ce que les gens croient. Et bah ça lui fait... Il apprend des trucs auprès de son senpai, mine de rien. Saitama qui apprend quelque chose sur la vie, notamment sur le combat aussi, quelque part. Avec un personnage le plus faible du monde, en réalité, King. C'est assez génial. Et c'est très bien amené, parce que ça prend son temps, même dans l'animé. Je trouve que ça a été bien amené. Et bon, peut-être parce que je lis le manga en parallèle aussi, du coup j'ai l'impression que les deux sont fusionnés dans ma tête, donc j'ai l'impression que c'est peut-être mieux que ce que c'est vraiment, c'est possible aussi. Mais du coup les personnages secondaires, bon à part Genos qui sert à rien, je suis désolé, Genos il savait pas quoi en faire dans la saison 1, enfin si c'était le senpai et tout, c'est un peu Hercule en moins beauf. Ah c'est pas comique comme Hercule, non c'est beaucoup plus intéressant, non Hercule, non c'est pas ça, King c'est le perso tu crois qui va être un comic relief, et il apprend des trucs, c'est intéressant. L'interaction avec Saitama est vraiment le côté grand frère qui est en train de se créer là. J'appelle ça grand frère, mais en gros senpai quoi. Est vraiment intéressante. Sauf donc Genos, il sert à pas grand chose, il devient de plus en plus fort, ouais. Mais en gros,
Ouais. Alors, il fait d'autres trucs à la fin, là, mais c'est pas grand-chose, non. Par contre, voilà, les autres persos, Garo, voilà, Garo, c'est le meilleur personnage que j'ai vu depuis très longtemps. Il est vraiment bien travaillé. Au début, j'avais peur que ce soit juste un mec, un humain qui se prend pour un monstre greux, je suis le méchant, je tue tout le monde. Mais même ses rencontres avec Saitama, elles sont finement amenées parce qu'il se fait poutrer à chaque fois, quasiment sans faire exprès, mais à chaque fois il est affaibli. Voilà. Et tu sais que pour l'instant il peut pas battre Saitama, c'est pas possible, mais c'est même pas le but de. Voilà, il se bat contre d'autres mondes. En fait, c'est vraiment une autre histoire, quoi. Saitama est vraiment à côté, il intervient de temps en temps, presque pour le fan service, mais en vrai, tu le vois pas tant que ça déjà, Saitama. C'est vraiment tourné sur Garo, quoi. Et Garo, ouais, même l'animé a bien amené son développement de personnage, c'est plus subtil qu'il y paraît. Et on a enfin l'animation correcte, même l'épisode 10 était déjà pas mal. Et l'épisode 12, il est pas parfait, mais ouais, l'OST, la musique, ouais, les coups. Hein. T'es pire rire. Mais oui, mais du coup, c'est bien fait. C'est drôle, ça marche. Et c'est cohérent, c'est subtil parce qu'ils le font à chaque fois un peu blessé quand il se fait taper par Saitama et c'est à chaque fois par hasard. Donc c'est pour dire non, mais attendez, les mecs, on va pas tout de suite vous mettre Garo Saitama, vous voyez que ça sert à rien. Et entre temps, donc ils le font combattre avec d'autres et la baston là qu'on a, elle est waouh, épique quoi. Je me suis regardé 2 fois. C'est le seul épisode, parce que l'épisode 1, je me suis regardé plein de fois les saisons 1. Là, il n'y a pas un seul épisode que j'ai re-regardé, à part le 12. Avec des moments de... Je pense qu'ils ont rappelé des anciens du staff, ou ils ont mis plus de temps ou d'argent, je sais pas. En tout cas, ils ont écouté les retours. Ils se sont mis plus de gens, je pense, sur la production, ça se sent quand même. Et Genos a enfin viré ses effets dégueulasses, 3D moches, texture grisée, métal sur lui. Enfin. Là, il me semble qu'il est à peu près normal. Ah non, moi je l'ai trouvé génial. Bah la fin, oui, voilà, la conclusion du combat, malheureusement, mais c'est triste que ça s'arrête là en fait. Moi j'aurais voulu, ça commence par ça. Enfin, c'est pas possible au niveau du scénario, mais oui. Ah moi j'ai bien aimé. Ce qui est dommage, c'est que ça s'arrête en fait. On aimerait voir la suite quoi. Par rapport à Garo, bah c'est logique en même temps. D'un point de vue scénaristique, si tu veux pas, fallait trouver un dénouement pour que ça puisse continuer l'histoire. Parce que là, dans la situation où il était, c'était game over quoi. Donc oui. Si, ça a du sens. Ouais, j'essaye aussi de pas spoil, mais c'est compliqué. Ça a du sens quand même niveau scénaristique, c'est bien joué. C'est très bien joué, c'est incroyable d'arriver à rendre le truc intéressant, malgré le fait que le personnage de Saitama soit toujours là, over-cheaté dans le fond et qu'il pourrait techniquement tout annuler, tout cancel, tout ce qu'on te raconte, mais on l'oublie. Comme on nous fait presque plus voir en action Saitama, on n'y pense plus et on se rentre dans l'histoire de Garo et des autres qui sont un cran en dessous au niveau du pouvoir et des forces. Et on oublie qu'il y a Saitama qui pourrait les vaporiser, d'ailleurs comme il vaporise un monstre à la fin de l'épisode d'une force, mais putain, j'ai spoilé. Mais voilà, on voit l'échelle de puissance, mais c'est sympa de temps en temps de le revoir en action. Tu fais, ah ouais, c'est vrai que c'est un putain de dieu l'enfoiré. C'est vrai au fait, j'avais oublié. Oui, incroyable, n'est-ce pas? Enfin, c'est pas vraiment de la 3D, mais espèce de texture informatique, tu vois, fait par informatique était dégueulasse. Je crois qu'ils l'ont enlevé, même si Genos, on le voit pas tant que ça. Mais même l'animation de Genos, elle est badass de ouf dans l'épisode 12. C'est pas la même que dans le combat contre Saitama de saison 1 qui est apocalyptiquement cool. C'est quand même cool. Il y a des idées d'animation qui sont pas copiées sur celles de la saison 1 qui sont cool. Donc vraiment, tenez jusqu'au bout et puis lisez le manga. Non, vraiment, là, je rattrape le manga petit à petit. Ouais, le manga est monstrueux. Vraiment, vraiment bien. Et ma foi, bon, bah, une fois passé, allez, sur l'animé, faut passer l'épisode 5, 6, allez, 7. Alors, je connais pas Overlord, j'ai pas vu. Enfin, je connais le nom, mais... Faut passer la moitié de la saison 2 pour commencer à s'enjailler quoi, parce qu'il y a plein de trucs un peu nuls avec la sœur de Fubuki qui sert à rien, putain, ce passage là. Bon, ça fait revoir Sonic et c'est rigolo avec OP, avec Saitama, mais bon, non, voilà, c'est vraiment l'arc Garo là, la saison 2 et les tomes du manga aussi, tu sens que c'est ça et c'est bien pensé. C'est un bon méchant. Et même le passage du tournoi qui était un peu relou, ouais, qui aurait pu paraître un peu relou, qui se traîne un peu la patte, ça valait le coup pour le... Comment il s'appelle le personnage avec les cheveux longs là, qui nous ont fait teaser comme peut-être étant super fort et en fait voilà la désillusion et non, c'est cool, ça peut faire aussi un personnage sympa celui-là aussi. Et puis les monstres, le fameux grand méchant, on l'a à peine vu quelques fois, mais on se dit est-ce que Saitama peut le battre, hein? Ils nous tiennent un petit peu la corde avec ça, ils nous tiennent un petit peu la série, et quand il va le rencontrer, est-ce qu'il va réussir à le battre? Est-ce que Garo va pas s'allier? Est-ce que Garo va devoir affronter le grand méchant aussi? Parce que bon voilà, on sait pas. Donc c'est cool. C'est assez cool. Même des héros comme Marcel, Master Marcel, les frères Marcel, qui ont l'air un peu nuls, et ben ils ont leur petit moment de gloire sympatoche. Même dans l'animé, c'était un épisode qui était
plutôt pas trop mal ce moment-là de baston avec Master Marcel quand il rencontre Garou, c'était pas trop mal. Batman, bon alors il faut faire la concession sur certains monstres de l'animation en 3D qui se voit, qui est pas mal réalisé mais à se voir, hein, parce qu'il y a de la 2D à côté, donc forcément ça se voit, c'est uncanny entre guillemets. Mais je pense que c'est le meilleur compromis. Non, Bat de baseball. Enfin, c'est comme ça qu'il l'appelle dans la VF, mais je pense pas que, je sais pas si c'est vrai nom, mais bon, bref. Batman. C'est ça le problème. Un poster, ouais. Tellement chialé. Ouais, je comprends Luigi, je comprends que tu puis. La déception, elle a été ressentie par tout le monde, et même les mecs du staff, je sais qu'ils ont. C'est pas possible, en voyant ce travail-là, ils se sont dit, bah ouais, on a fait de la merde, on n'a pas eu le choix, les gars, quoi. On n'a pas une thune, on a d'autres trucs à faire, on n'est pas habitué. Enfin, tu vois, ils pouvaient pas être au niveau de la hype, c'était pas possible. Mais maintenant que ça s'est retombé, le manga a pris le relais, moi, dans ma tête, et là, maintenant, ça va mieux. Voilà. Je me souviens pas trop dans le manga, je l'ai lu rapidos. Je m'en souviens plus parce que je l'ai lu en loose, hein, j'avais pas les sous pour m'acheter tout ça. Donc bon, comme je sais qu'il gagne pas mal d'argent, Glénat là-dessus, ça va, je préfère acheter Orion, on sait Glénat aussi. Voilà. Bien sûr. Dans le manga, je m'en souviens plus trop, je t'avoue. Là, c'est vrai qu'il est assez expédié parce qu'il faut que ça aille un peu plus vite quand même. Mais ils ont rattrapé le manga. Alors, donc là, ils vont faire une grosse pause le temps que le manga avance, etc. Mais c'est cool de voir. Moi, j'avais peur parce que le principe d'OPM, c'est quand même un petit peu voué à du one shot, quoi. Ça pouvait pas durer longtemps. Et même la saison 1, je commençais à me lasser, tu vois. Quand ils commencent à faire rentrer en scène les autres héros, je m'en fous, je vais voir Saitama. Puis quand je vois ce combat final de la saison 1, bon, bah, c'était cool. Mais c'est commençait déjà à être too much, tu vois. Donc, j'en avais déjà un peu marre en fait. J'appréciais l'animation, la musique et tout, les moments badass. Et c'était une belle conclusion avec un beau gros combat de bourrin. Mais ça allait un peu trop loin, le coup de la lune. Là, c'était un petit peu too much. Je fais, ouais, d'accord. Si on en est déjà là, plus personne pourra le battre, quoi, tu vois. Donc, alors qu'en réalité, si, parce que le combat contre Fubuki pourrait être intéressant. Parce qu'il pourra presque pas la toucher, donc on sait pas comment il va faire. Mais c'est sorti sur le webcomic de One. Il a fait le combat Fubuki, il a déjà dépassé ça d'ailleurs. Mais je veux pas me spoiler parce que ça sera repris plus ou moins tel quel dans le manga, donc on va pas aller se gâcher le plaisir quand même. Parce que One, il dessine, il a des bonnes idées, mais le dessin, bon bah oui, il fait ça vite fait, en indé, en amateur, entre guillemets, même s'il comprend très bien le cadrage et tout ça. Hein. Mais tant qu'à faire, merde, le manga est tellement cool, ça fait quand même plaisir. Donc, la saison 2 de One Punch Man, il faut quand même s'y attarder. Disponible sur ADN gratuitement avec quelques pubs, donc profitez-en pendant que c'est encore en ligne, dispo, hein. C'est quand même sympa, merde, c'est quand même cool de pas avoir à payer, que ce soit legit avec quelques pubs, même si ADN, putain, c'est l'enfer, quoi. Et puis, bah, si vous voulez vraiment l'essence de One Punch Man, prenez le manga, ouais. Même vous pouvez le reprendre depuis le début, hein, même si vous avez vu la saison 1, c'est pas grave, ça coûte un peu des sous, mais voilà. Franchement, ils ont atteint un stade ADN, putain, les mecs, c'est quoi ces pubs invasives début des années 2000 là. Vous êtes fous, quoi. Vous voulez qu'on vienne plus sur votre site, enfin vraiment, hein, ça me décourage d'aller regarder légalement, quoi. Il y a 2 pubs par épisode de 20 minutes, une au milieu, une au début, non, 4 pubs en tout, ouais. L'espèce de fenêtre avec le son si tu glisses la souris dessus qui te gêne pour fermer, enfin c'est vraiment un scandale, quoi. Bah, le lecteur en lui-même, quand il n'y a pas la pub, oui, mais en plus le lecteur, ça met, quand tu le mets en plein écran, en bas à gauche, t'as les petites adresses qui s'affichent par intermittence. Non, ouais, c'est assez dégueulasse. Ah oui, bah, ADN, bien sûr que c'est légal. C'est les gros éditeurs vidéo qui se sont rassemblés pour faire un site, donc c'est pour ça que t'as Naruto et tout ça. Crunchyroll, le lecteur est mieux, mais ils ont plus de retard pour la version gratuite. Genre, je regardais comment ça s'appelle avec les l'orphelinat là. Putain, je sais même plus. Et ils ont un épisode de retard pour l'épisode gratuit. Tu rates un épisode, quoi, gros. T'as un épisode de retard et ça, c'est chiant. Promise Neverland, voilà. Que le nouveau manga est sorti, le nouveau tome est sorti, c'est très sympa. Je pensais qu'ils allaient pas tenir la distance une fois le premier arc passé, et au final ça reste intéressant quand même. Mais le dessin, les personnages humains, c'est pas jojo, je trouve. C'est pas très, comment dire, c'est pas très constant, quoi. Des fois ils ont des tronches comme ça, puis des fois comme ça. Je suis pas fan du dessin des personnages même principaux. Les méchants sont très très bien dessinés, par contre. Bizarrement, tu sens que le mec il aime plus dessiner les méchants et les trucs monstrueux, quoi, que les humains. Oui, mais sympa, mais pas tout. Voilà. Moi, il faut être nuancé, faut pas dire. Je peux comprendre qu'on soit pas fan, mais le côté thriller à la japonaise, enfin façon Death Note machin, enfin pas Death Note, mais ce genre de thriller là est quand même pas mal, quoi. Le premier arc,
C'est pas très nouveau, hein, en final. C'est des codes hein, qu'on a déjà vus, mais c'est pas inintéressant. Écoute, à lire comme ça, c'est pas dégueulasse. C'est mieux les dessins d'opéra. Ah, bah bien sûr. Bah oui, mais ouais, c'est pas la même série non plus. Ouais, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas de l'action pareil. Promesse Neverland. Bon, bah voilà, écoutez. Le Trickit va s'arrêter là. Pour nos amis de TweetWee. De YouTube, pas de TweetWee. Et puis, moi, on va voir si les gens veulent parler. Pardon, sur le Discord. Pour ceux qui sont live, alors ne quittez pas le live, hein, le live n'est pas fini. C'est juste on dit au revoir à YouTube. Voilà, je mets l'écran de fin. Bye bye YouTube. Allez, on revient. Flippity floop. Alors, est-ce que nous avons des gens qui veulent discorder? Hop. Apparemment non. Sur les sujets du soir, bien sûr, hein, pas sur la taille de mon caleçon. MD LOL. Tiens, je vais remettre les trailers, je vais vous abreuver de belles images. Oh là là, ces belles images de Nicky Larson. Ah, Larson. Enfin, j'ai eu peur, moi, qu'ils mettent les voix de Maurice Sarfati à un moment et tout, avec un imitateur, parce qu'il est mort, hein, Sarfati. Mais non, ça va, il a pas été jusque-là quand même. Mais c'est vraiment une honte, ce film. Ah bah non, alors. Faut pas faire de bruit. Chut. Après, il faut se réveiller. Il faut te punir. Tu vas être puni, tu vas être au coin. Oh putain, mais... Ah là là, mais cette douleur, Nicky Larson, que ça m'a fait, c'est... ça m'est passé dans tout le corps, quoi. C'est tout m'a fait gerber. Le film, les réactions au film, les gens qui... Ah bah Luigi, fallait être là, tu regarderas le replay. Je l'ai dit, je dis rien. Parce que t'as bien aimé, c'est ça? Mais t'as le droit, hein. Après, ce serait intéressant. Si t'as bien aimé, que tu me dises que t'as bien aimé, mais c'est chaud quand même. Pour moi, tu es en train d'enculer les enfants morts, hein. Tu vas trop loin. Ah, fallait être là pour la métaphore, t'as pas entendu. Ah bah écoute, ça me rend fou, mais ok. Ça me rend fou que t'aies adoré, mais ok. J'ai du mal à comprendre. J'avoue, j'ai beaucoup de mal à saisir. Là, c'est au-delà de ma compréhension. Je suis en train de réfléchir à battre. Non, je rigole, ça va. Ça va. Mais c'est peut-être moi qui intellectualise trop le truc, qui arrive pas à voir autre chose, je sais pas. Bye bye Kazab. Mais t'as le droit, hein. Dire que tu as aimé, bien sûr. Mais il faut quand même essayer de réfléchir un peu. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce que j'ai dit a du sens quand même, je le pense. Et que des films comme ça, c'est dangereux pour lui, hein, parce qu'il est en train de s'enfermer dans un type de film, le mec, il va jamais rien faire d'autre de sa vie à ce rythme-là. Les producteurs vont faire, bah non, t'as qu'à nous faire encore un film comme Babysitting, ça a bien marché et tout. Ça me fait chier, hein, parce qu'il est pas... Il manque pas de sympathie, le mec, mais... Putain, t'enfermes pas là-dedans, merde. Vise plus haut, vise mieux que ça, quoi. Et puis peut-être pas lui se mettre en scène tout le temps en tant qu'acteur principal, ce serait peut-être bien aussi. Puis du coup, il travaille un peu plus l'écriture. J'ai pas vu. Ah bah, ce sera pour le replay. C'est le pire film de tous les temps, pour moi, si tu veux vraiment. D'accord. C'est une catastrophe industrielle, rien n'est bien, ça m'a donné envie de vomir. Bon, j'ai des problèmes intestinaux, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais vraiment, c'est... Je vais te dire, j'ai dit à un moment que c'était pas loin d'être au niveau des tuches. C'était à un cran près d'être au niveau tuche. Donc c'est la plus grosse insulte hein, que je puisse proférer sur un film de comédie française. Hein. Là, je crois pas que pire que les tuches, ce que j'ai vu, non. Je crois pas. Alors j'ai pas vu les films de Michael Youn, je me suis pas infligé Is No Good et tout ça, donc peut-être que, honnêtement, à peu de choses près... Ah bah toi, Luigi, il aime bien se faire du mal. Il met des posters de One Punch Man saison 2, il va voir Aladdin et Danix et le remake d'Aladdin et Nicky Larson. Luigi, il est SM, c'est de Mazo. Oui. Oh oui, oh, vas-y Chantal, là-dessous, déshabille-toi devant moi. Oh oui, oh. Honnêtement, hein, les tuches, c'est encore plus sale. Et encore, il y a quelque chose qui m'a, moi, personnellement, moins, parce que je savais que les tuches, ça allait être de la merde. Alors que le Nicky Larson, ça me fait un peu plus mal parce que ça aurait pu être bien. Les tuches, c'était pas possible que ce soit bien. Enfin, le concept, tu vois, enfin, voilà. Mais je crois que j'ai eu plus de mal à regarder Nicky Larson que les tuches en vrai. Je sais pas.
Ah non, les deux m'ont fait mal, putain. J'arrive pas vraiment à... Tu vois, j'arrête pas de... Ouais. Bon, bah, apparemment, vous n'êtes pas motivé, écoutez. Hein, on va y aller parce que malgré tout, demain, on bosse. C'est la moitié de Batman Robin. Je crois que je l'ai vu en entier à l'époque. Ah, encore, je suis pas sûr. C'est 6 mois. Ah bon, alors, attends. J'attends même mais vite fait d'aimer. Parce que... Ah bah si, t'es là. Hop. Tac, je t'avais pas vu. Oui, bonjour. Tu m'entends, Démé? Ah, ouais. Ah voilà, ça y est, tu m'entends? Ah, ben voilà. J'étais pas mis sur le salon. Alors, mon petit Démé, comment ça? De quoi tu veux parler, Démé? Dis-moi, Démé. Nicky Larson, bien sûr. Ah, tu as apprécié? J'avais coupé la musique. Non, pas du tout. Alors, à quel point? Parce que tu m'as dit, j'ai pas tant détesté que ça, tu m'as dit. Non, c'est pas ça. J'ai détesté, mais pas avec la même violence que toi. En fait, je me suis juste fait chier et j'ai avalé le film. Ouais. C'était long. Bah, pour un sketch YouTube, ouais, c'était long. J'ai pas rigolé une seule fois. Il y a rien qui m'a fait même sourire, quoi. C'est compliqué. Moi, j'étais navré. J'étais une tristesse infinie, quoi. Peut-être la vanne du rat de main à demi qui m'a pris par surprise. Alors du coup, j'ai fait un petit... Ouais. Parce que je m'y attendais pas. C'est un des premiers blagues qu'il fait comme ça où il cite des trucs. Sur le coup, j'ai fait... Ah ouais, non, c'est de la merde après. Mais tu vois, mais alors après, quand il en balance sans arrêt, ça m'a rendu fou, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Oh non, mais la blague de rat de main à demi, comme tu dis, c'était la première. Je me suis dit, il y en aura d'autres mieux. Bah, mieux fait après, quoi. Moi, j'espère. En fait, non, ils sont tous mais quoi, balancés comme ça, quoi. Encore une fois, Roro, ça c'est de la blague de sketch YouTube. Tu peux pas mettre ça dans un film d'1 heure et demie. Enfin, puis c'est pas très drôle, non, c'est pas très drôle. Et moi, ce qui m'a énervé, c'est les sidekicks. Ils t'ont énervé, toi? Bah, pas autant que j'aurais cru, tu vois. On les voit pas beaucoup, en fait, hein, sur la proportion du film. C'est surtout l'autre qui est amoureux de... Oh bah lui, excuse-moi, mais lui on le voit presque pas, il fait pas grand chose. Ouais, mais le peu de fois qu'il y était, il m'a saoulé, il m'a coupé le film, quoi. Ouais, bah Luigi il aime bien aussi. Bon, j'ai un public de gros beaufs, merde, enfin je mette on va écouter, on va faire des lives, des grosses têtes, et puis voilà, on va se poser sur RTL, et puis on va kiffer. Ah mais ça pourrait le faire en plus. Ah mais mec, si un jour je fais ça, faut me signaler sur YouTube, hein. Tu me pirates, tu m'enlèves mes accès internet parce que putain, mais qu'est-ce que c'est de la merde des grosses têtes. Oh, aïe. Mais c'est un peu l'humour grosse tête aussi des fois, hein. Parce qu'il y a Chantal là-dessous qui est aussi aux grosses têtes de temps en temps. Parce que oui, je connais l'actualité des grosses têtes, sachez-le, je me renseigne. Mais ouais, posez-vous des questions si ça vous a fait tant rire que ça. Quand même, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Et les musiques, moi ce qui m'a dérangé, c'est qu'il y a des scènes comme tu dis, c'est du copier-coller. Donc forcément, ça colle pas. Et dans le manga, je sais qu'il y a pas mal de passages où il n'y a pas de musique. Dans l'animé. Mais ça va bien, enfin dans l'animé plutôt. Mais ça va bien avec l'animé, quoi. Oui, seulement. Puis t'entends les bruits de la ville, parce que c'est ça, Nicky Larson, c'est un mec qui vit dans la ville, dans les côtés sombres, dans les ruelles sombres, tu vois. Et puis bah l'animé, bon après c'est des épisodes de même pas 15-20 minutes, donc c'est pas le même rythme non plus, hein. Ouais, voilà. Et là, non, t'as pas de musique, c'est vide. Je vais énerver Roro sur Footsteps. Ce que je disais dans mon avis, c'est que c'est contre-productif de mettre les musiques quand tu fais une adaptation. Par exemple, pour le film Silent Hill de Gans, il avait repris les musiques du jeu, ils avaient mis telles quelles dans le film. Mais sauf que moi, le jeu, je l'ai fait et ces musiques-là correspondent à d'autres scènes, tu vois. Et les plaquer sur son film où c'est pas les mêmes histoires, ça me sort du truc, ça me fait mal à mon petit cœur de fan. Je sais pas ce que je demande dans une adaptation. Et Footstep, il est placé comme de la merde. C'est comme tout le reste. Il a mis un filtre Snapchat Nicky Larson sur son film Alibi.com 2, tu vois. Et ça a aucun sens de mettre Footstep, non. Parce que ça ressemble pas à Nicky Larson, le film. Donc c'est encore plus débile, je trouve, et contre-productif. Et ça me sort encore plus, ça me fait encore plus pleurer. D'entendre Footstep qui est génial sur un truc aussi merdique, quoi, sur une scène de gunfight nul à chier, statique, filmée avec le cul. Non, je suis désolé, c'est une catastrophe. Ah mais Endymion, le problème c'est que je t'empêche pas de rire, mais faut pas que tu m'empêches de dire que ça me fait pas rire. Tu vois, tu confonds tout. C'est ceux qui disent qu'on peut plus rien dire qui veulent pas que les autres répondent, en fait. C'est ça le problème. Je dis pas que le film a pas dû se faire, mais acceptez qu'on dise que c'est de la merde. Comprenez bien que c'est de la merde quand même.
C'est ça qui va pas. La police de la bien-pensance. Juste parce qu'on pense pas comme toi, donc c'est forcément la police de la bien-pensance quand les films comme ça sortent et que les autres films ont du mal à se faire. Il y a un moment, faut pas retourner le truc quand même. Faut pas déconner, il n'y a jamais eu autant de films du CCCU, du Christian Clavier Universe, qui sont sortis. Enfin, les mecs, ils sont en roue libre sur le racisme et sur l'homophobie ordinaire, mais c'est les autres, la police de la bien-pensance, tu vois. C'est juste qu'avant, on les entendait pas, les gens qui trouvaient ça merdique, parce qu'ils avaient pas trop voix au chapitre. Mais avec Internet, tout le monde peut parler plus ou moins. Alors du coup, ça fait peut-être chier d'autres gens qui avaient pas l'habitude d'être pris, quoi. Ça me l'a fait un petit peu au début, aussi. Puis j'ai commencé à écouter d'autres gens.